Le Sierra Bravo. Riz incontrôlable. 10 000 pieds. Éjection. C'est pour ce genre de situation que le siège éjectable a été inventé. Une machine de survie conçue pour arracher un pilote à son avion en une fraction de seconde. Un mélange explosif de technologie aux limites du corps humain. Grâce à l'imposante collection de sièges éjectables du CAEA, François Dubreuil, ancien pilote de chasse, nous plongera au cœur du système. Il nous décryptera les quelques millisecondes où tout se joue. Alain Laureau et Thierry Prade, anciens armuriers dans l'armée de l'air, nous dévoileront les secrets du canon d'éjection. Jean-Marc Dallaglio, ancien pilote de chasse, nous racontera son éjection. Une expérience brutale, imprévisible et forcément inoubliable. Nous sommes dans la salle Rescue, en bon français sécurité sauvetage, dans laquelle sont stockés et peuvent être visités la vaste collection de sièges que le CAEA, dont le CAEA dispose, allant des tout premiers sièges, on en parlera tout à l'heure, des années 50, jusqu'au plus récent dont nous disposions, qui est le Mark X, qui était le siège qui est encore le siège du Mirage 2000 et puis des derniers F1. Alors un siège, comme son nom l'indique, on s'assoit dessus, on pose ses fesses dessus. Donc dessus, il y a une assise avec un coussin qui est relativement confortable, pas trop, on en parlera tout à l'heure pour les contraintes physiologiques. Sous le siège s'assoit un Mark IV, qui était le siège typiquement de la génération des Mirage 3 ou le Mark X du Mirage 2000. Sous le coussin, il y a obligatoirement non pas un autre coussin pour le confort fessier, mais tout le pactage de survie, dans lequel on trouve essentiellement un canot, on en parlera plus en détail tout à l'heure, et puis des trousses de survie qui peuvent varier selon qu'on survole la forêt équatoriale, les prairies d'Île-de-France ou le maritime, par exemple pour nos camarades de l'aéronaval. Ensuite, comme dans une auto, une fois qu'on est assis, il faut s'attacher au siège, et comme le siège est attaché à l'avion, bien être solidaire de l'avion. Donc pour ce faire, il y a un ensemble harnais. Sur les Martin Baker, la particularité par rapport au siège plus ancien, c'est que c'est un seul et même harnais qui va combiner ce qui attache le pilote à l'avion et ce qui l'attache également à son parachute. Alors que sur des sièges plus anciens, on le verra tout à l'heure, il y avait un parachute conventionnel qu'on pouvait enfiler en quelque sorte avec ses harnais en quittant l'escadron, où on laissait le parachute se poser sur le siège, on enfilait d'abord son parachute, on réglait les harnais, et ensuite on venait mettre des harnais particuliers qui solidarisaient le pilote équipé de son parachute avec son siège. Bon, on va parler maintenant plus en détail des parachutes, parce qu'il y a plusieurs parachutes dans un siège éjectable. On vient de parler sommairement de celui du pilote, mais avant, il y a des parachutes spécifiques qui sont indispensables, essentiellement quand on s'éjecte à une certaine vitesse, ce qui est généralement le cas, pour stabiliser le siège et éventuellement assurer une descente relativement confortable avant d'ouvrir le parachute classique qui va permettre d'arriver sur ses deux jambes en bon état sur le sol. Donc pour les parachutes, l'ensemble parachute sur un siège éjectable, le but de la manœuvre, c'est que le pilote, comme on l'a dit, descende sous son parachute, comme n'importe quel parachutiste sportif, sain et sauf jusqu'au sol. Et la transition entre sortir de l'avion assis sur son siège et être sous voile comme un parachutiste sportif, ça consiste dans un premier temps à ralentir le siège, à le stabiliser, pour éviter que le parachute pilote s'ouvre à très grande vitesse. Si on s'éjecte à 1000 km/h et qu'on ouvre instantanément le parachute pilote va éclater à tout coup, et s'il n'éclate pas, il va avoir de tels chocs sur les harnais que le pilote n'arrivera certainement pas intact au sol. Quand je dis pilote, c'est n'importe quel pilote, navigateur, radariste, tous les équipages qui sont assis sur les sièges éjectables. Donc ces ensembles parachutes, sur le Mark X, on va retrouver en haut, puis c'est les premiers à sortir, un extracteur, on le verra plus en détail tout à l'heure, un parachute stabilisateur, et qui sont attachés au siège ici. Et sous cet ensemble extracteur stabilisateur du siège, il y a le parachute pilote, qui est dans la partie inférieure de ce boîtier.
Sur le Mark IV plus ancien, on va retrouver l'extracteur, le stabilisateur du siège, accroché, on le verra plus en détail, à sa manille au siège, et le parachute pilote qui est ici en fer à cheval. C'est un peu moins confortable, c'est obligé de pencher un petit peu plus en avant. Le Mark X, on est beaucoup plus confortable parce qu'il n'y a justement pas comment dirais-je, cet accroissement d'épaisseur à la hauteur des épaules. On en parlera pour les commandes d'éjection. Ça explique pourquoi on a pu facilement passer à une poignée d'éjection, une commande d'éjection unique, en partie basse sur le Mark X, alors que sur le Mark IV, il y a une poignée haute et une poignée basse. Alors nous parlions de la nécessité de stabiliser le siège dès qu'il a quitté l'avion. Donc voilà concrètement comment ça se passe. Le siège a quitté l'avion. On verra comment concrètement c'est fait. Il y a un pistolet extracteur, c'est-à-dire qu'il y a une petite charge qui va extraire cette masselotte en acier qui est assez lourde, donc qui va avoir suffisamment de force pour, quel que soit l'environnement aérodynamique du siège, il soit expulsé et il commence à tirer ce premier petit parachute qui est le parachute extracteur. Le parachute extracteur va permettre, qui est tout petit, qui va résister donc bien à des forces importantes, va bien prendre l'air, il va sortir un deuxième parachute stabilisateur qui lui est beaucoup plus grand, il fait 2 mètres de mémoire, il fait 2 ou 3 mètres de diamètre, et qui va stabiliser le siège. L'ensemble de ces parachutes continue à être accroché au siège par cette manille, et le siège stabilisé commence à prendre une position généralement horizontale pour le freiner, et petit à petit verticale, les pieds en bas, la tête en haut. Le pilote est donc assis sur son siège, c'est un vieux pilote comme moi, puisque le siège est un vieux siège, un siège de Mirage 3 ou de Mirage 4. Le pilote fait le plus gros de son brelage, donc de son harnachage tout seul, mais il y a toujours un mécanicien pour l'aider, parce que là, on a de la place pour tourner autour du siège. Dans le cockpit d'un avion, il y a beaucoup moins de place. Donc la première chose que l'on va faire, c'est raccorder cette sangle rouge au gilet de sauvetage du pilote. Quand il sera éjecté, ça va lui permettre de rester relié à son canot. S'il tombe dans l'eau et qu'il a oublié sa sangle, il va se trouver comme un con, passez-moi l'expression. Ensuite, on va commencer le brelage à proprement parler. Donc on va mettre cette partie-là qui comporte la boucle qui permet de solidariser tous les harnais. Ensuite, on va sortir ces 2 sangles. Elles sont brunes, donc ça veut dire que c'est celles qui vont rester accrochées au pilote. Elles font partie brunes, elles font partie du harnais parachute. On en met une. On n'oublie pas, alors jeune pilote, au lâcher sur Mystère 4, on était toujours un peu fébrile et souvent on oubliait de passer ça. Le mécanicien Gogner ne disait rien, et quand on avait tout mis, il disait ça va pas quelque part, et il fallait se débrêler. Hop. Ensuite, les harnais classiques sur le côté. C'est plus facile de se brêler quand on est directement assis sur le siège. Tant qu'on est sur le harnais, une particularité qu'on verra tout à l'heure, en éjection à grande vitesse pour éviter que les jambes soient écartelées par le vent, il y a un système qui va plaquer les jambes contre le siège. Donc il y a ces petites sangles bleues qu'on n'oublie pas, qu'on passe dans 2 anneaux ici, et qu'on vient solidariser ici, la même chose de ce côté-là. Hop, on va se mettre dans le bon sens, et d'un, et de 2. Si ça se met en travers, on ne va pas y arriver. Hop, et on le met ici. Donc on verra tout à l'heure, quand le siège monte, ces sangles qui sont solidaires du plancher de l'avion jusqu'au moment où il y a un fusible qui casse, vont rappeler les jambes, comme ça. Hop, et les plaquer contre le siège. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va venir se raccorder la radio, l'oxygène. Hop. La radio, ou la carotte, ce qu'on appelle la carotte, et l'anti-G
on verra à quoi sert l'anti-jet. Je l'ai d'ailleurs pas mis au bon endroit. Hop, ce tuyau qui relie le pantalon anti-jet et il ne figure pas sur le connecteur, sur notre siège, et il vient se fixer ici, sur le connecteur. Alors, tant qu'on y est, quand on descend assis sur le siège stabilisé, tout va bien. À un moment donné, on ne va pas arriver assis sur le siège au sol, donc on va séparer le pilote équipé de son parachute du siège qui tombe tout seul. On le verra en détail tout à l'heure. Et toutes ces liaisons qui raccordent le pilote à la radio, il s'en fout. Sur son siège, de toute façon, il n'y a plus de radio. Par contre, il a l'oxygène secours et ça s'enlève automatiquement pendant la séparation siège-pilote pendant une séquence d'éjection. Si on doit quitter l'avion précipitamment au sol, sur ses deux jambes, il y a un petit levier ici qui permet très rapidement de se séparer. Donc pour l'explication, le pilote va utiliser la poignée haute. Il va l'attraper avec ses deux bras, ce qui va l'obliger à avoir la tête bien plaquée en arrière, la colonne vertébrale toutes les vertèbres bien alignées pour ne pas avoir de blessure au choc à l'éjection. Il va tirer sur le rideau à fond. Toujours les mains ici, donc il a la tête bien plaquée. S'il a oublié de mettre ses visières, de toute façon elles seront tombées au choc à l'éjection avec l'accélération, il aura le visage protégé. Et le fait de tirer sur le rideau, on va le voir en détail, ça va provoquer sur ce siège-là une seule chose, c'est la percussion de la cartouche du canon d'éjection, dont on en parlera ou on en a parlé, qui va commencer à faire monter le siège. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière au niveau du mécanisme pour éjecter le siège quand on tire le rideau? Ce que je fais maintenant, le câble attaché au rideau a tiré, la fourchette est allée vers l'avant sur un percuteur armé, la fourchette aura extrait cette goupille, il n'y a pas la goupille de sécurité, il a extrait cette goupille qui va libérer le mécanisme du percuteur qui va mettre à feu le canon d'éjection. Par la même occasion, ce petit levier aura bougé également et il aura commandé le largage de la verrière. Pour ça que dans ce mécanisme sur Mirage 3, il y a 1 seconde pour que la verrière ait le temps d'être larguée et que le siège ne vienne pas interférer avec la trajectoire de la verrière au début de l'éjection. Oui, la plupart du temps, donc quasiment tout le temps, l'éjection est commandée à partir d'un avion, par le pilote, qui est dans son avion et son cockpit est fermé par la verrière. Comment ça se passe? Quand on tire la poignée d'éjection sur le Mark 10, on va commander le canon d'éjection qui va commencer immédiatement à commander l'ascension du siège. Et dès que le siège va commencer à monter, il va actionner la fragilisation de la verrière, non pas son largage, mais sa fragilisation. Ça veut dire qu'il va avoir simultanément mise à feu de ce petit cordeau ici, qui va fragiliser et découper, prédécouper une calotte. Simultanément, par l'intermédiaire de ces petits tubes que l'on voit ici et de ces relais ici, tout le long de la verrière, on va la fragiliser également, on va en réalité briser le plexiglas. Le siège a continué à monter bien plus vite que le temps de mes explications. Dès que la tête du siège, par ces deux boucliers, va heurter la calotte, elle va s'ouvrir, elle va se rabattre vers l'arrière. Ce qu'on voit ici, les deux pattes, en réalité c'est des charnières en nylon, ce qui va laisser passer le siège et le choc va comporter l'éclatement en plusieurs petits morceaux de plexiglas. Donc, par rapport aux verrières classiques dont il fallait au préalable s'assurer du largage pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre cet objet qui pèse plus de 50 kg et le siège, il y avait une séquence d'ouverture puis de largage verrière par le vent relatif et ça entraînait un retard à l'éjection de la classe 1 seconde. Et 1 seconde, c'est énorme. C'est pour ça que le Mark 10 plus fragilisation verrière amène une sécurité des vols bien supérieure. Par rapport aux verrières classiques dont il fallait au préalable s'assurer du largage pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre cet objet qui pèse plus de 50 kg et le siège, il y avait une séquence d'ouverture puis de largage verrière par le vent relatif et ça entraînait un retard à l'éjection de la classe 1 seconde. Et 1 seconde, c'est énorme. C'est pour ça que le Mark 10 plus fragilisation verrière amène une sécurité des vols bien supérieure.
Bon, je vais passer maintenant la parole à deux anciens armuriers de l'armée de l'air, Thierry Prade et Alain Leroux, qui vont détailler le fonctionnement du canon d'éjection, qui est quand même le premier temps moteur d'une éjection. Je vous explique l'éjection du siège lorsque le pilote tire sur sa poignée haute. Il y a deux câbles qui arrachent la clavette du mécanisme principal et la clavette du mécanisme verrière. La cartouche verrière est percutée instantanément, ce qui va déverrouiller les crochets verrières et soulever les deux pistons, la verrière étant arrachée après par le vent relatif. Le mécanisme principal fonctionne à un retard de 1 seconde. Une fois que la cartouche principale dans l'intérieur du tube est percutée, celui-ci se déploie en amenant le siège qui est verrouillé sur cette gorge. Le deuxième tube intermédiaire se déploie aussi, ce qui va dégager les deux cartouches camembert qui vont exploser, comme on dit, juste par sympathie. Une fois le déploiement total, la goupille de liaison est cisaillée, le tube part avec ce siège alors que ces deux tubes restent sur l'avion. À l'issue de la phase canon, qui a permis au siège de faire les 2 premiers mètres pour quitter l'avion, il y a la mise à feu de l'ensemble moteur-fusée. Ici, une petite cartouche en blanc qui va être déclenchée par la montée du siège. On va dire quand le siège est à peu près à 1,80 m du fond du cockpit. Il y a mise à feu de cette cartouche qui elle-même va mettre à feu simultanément, par l'intermédiaire du rail, toutes ces cartouches ici qui contiennent du propergol. Le propergol, c'est une poudre qui brûle mais qui n'explose pas, elle brûle. En brûlant, elle dégage une pression qui est très forte, laquelle pression va être éjectée par ces deux groupes de tuyères, de 3 tuyères, à gauche et à droite, puisque le siège a la tête en bas. Et c'est une roquette finalement, c'est un moteur fusée qui va permettre au siège de grimper en altitude après que l'impulsion initiale donnée par le canon d'éjection se soit arrêtée. Nous allons décrire la séquence d'éjection du Mark X, qui est un siège beaucoup plus moderne que le Mark IV, dont on a parlé avant. Il est différent de ce dernier par le fait que les séquences sont commandées plutôt pyrotechniquement que mécaniquement sur le Mark IV. Au T0, qui correspond au moment où on a tiré la commande unique d'éjection, qui est la poignée basse, il va avoir dans un premier temps un rappel de harnais qui va plaquer l'arrière du corps contre le siège, assurant une bonne position de la colonne vertébrale et quasiment simultanément la mise à feu du canon principal d'éjection qui va assurer le début de l'éjection, donc de l'extraction du siège de l'avion. Il va avoir, dès le début de montée du siège, il va avoir la fragilisation verrière. On ne l'alargue pas, donc on gagne un temps précieux par rapport au Mark IV. Dès le début d'ascension du siège et verrière fragilisée, il va avoir également le déclenchement de l'IFF, du transpondeur sur le mode détresse, sous réserve que le pilote l'ait branché, qui est le cas à tous les coups. Également, il va avoir disconnexion des raccords oxygène, anti-G et radio, vis-à-vis de l'avion, pas vis-à-vis du siège, et également percussion de la broussaille d'oxygène, on le verra tout à l'heure, et les sangles vont tirer, au fur et à mesure que le siège monte, les sangles vont tirer les jambes et les cuisses du pilote, pour que les cuisses soient bien plaquées sur le siège, et les jambes bien également contre l'avant du baquet, pour éviter l'écartèlement quand le corps sera soumis au vent relatif. 0,2 secondes après la traction, donc début de la séquence d'éjection, il y a début de la séquence d'allumage du moteur fusée. Le moteur fusée ne s'allumera que quand le siège sera complètement sorti de l'avion, c'est-à-dire les 2 tubes du canon d'éjection complètement déployés. 0,45 secondes après la traction poignée, le moteur fusée a rempli son office et à ce moment-là, il y a le début de la séquence suivante qui est l'extraction par le pistolet extracteur, là, du bon nom, de l'ensemble extracteur et parachute stabilisateur du siège. À partir de T0 plus 1,5 secondes,
Si l'altitude atteinte par le siège est supérieure à 5000 mètres, alors l'ensemble pilote assis sur son siège continue de descendre et le pilote est alimenté en oxygène. Si l'altitude atteinte est inférieure à 5000 mètres mais supérieure à 2300 mètres et si le siège est stabilisé, c'est-à-dire que la décélération est inférieure à 2,5 G, alors la séquence de séparation est déclenchée, sinon elle est différée. Si l'altitude atteinte est inférieure à 2300 mètres, alors la séparation est déclenchée sans condition. Et cette séquence de séparation consiste en la désolidarisation de la chaîne parachute extracteur, parachute stabilisateur, qui vont tirer sur une sangle qui relie cet ensemble donc de stabilisation au parachute pilote et va ainsi assurer le déploiement de celui-ci. 2,65 secondes, le parachute pilote est bien déployé, quasiment complètement. Le choc à l'ouverture va extraire le pilote de son siège et l'extraction du pilote de son siège va provoquer la libération des verrous du pactage survie sur lequel le pilote était assis et le gonflage automatique du canot. Sur les avions biplaces équipés de Mark X, donc de sièges munis de moteurs fusées, il y a une particularité. C'est un séquenceur qui a deux positions. Sur monoplace, on se retrouve dans un cas hyper simple. Chacun vit sa vie de son côté. Les sièges peuvent partir ensemble ou décaler. De toute façon, celui qui tire sa poignée éjecte son siège. Il n'y a aucune influence sur l'autre. La position normale du séquenceur, c'est biplace. Et il y a une séquence obligatoire qui amène systématiquement l'éjection du siège arrière avant celle du siège avant. Et sur la vidéo qui suit, on voit que c'est indispensable, sinon l'occupant du siège de la place arrière et son ensemble parachute risqueraient d'être complètement carbonisés par les flammes liées à la tuyère d'éjection du moteur fusée du siège avant. Le pilote, maintenant séparé de son siège, descend sous son parachute. On va parler du canot dégonflé sur lequel il était assis auparavant. Et avec ce canot qui est plutôt d'un modèle ancien, on va parler de ce qui se passait sur les Mark IV, où aucune des séquences de mise en œuvre du canot n'est automatique. Tout se fait manuellement, comme son nom l'indique. Donc sous son parachute, la première chose que va faire le pilote, toujours assis sur son pactage, il y a deux pinces à ressort qu'il va devoir presser pour libérer le pactage, qui va descendre, qui va se détacher, descendre sous lui. Le pilote, je rappelle, est toujours relié par cette sangle rouge à l'ensemble canot, soit à son gilet de sauvetage, soit une ceinture s'il ne porte pas de gilet, ce qui est extrêmement rare. Quand la sangle va se tendre à la chute du pactage, ça va extraire une épingle ici. L'épingle, une fois extraite, va percuter la bouteille de CO2 qui va gonfler le canot. Et simultanément, un certain nombre d'accessoires, entre guillemets, qui étaient reliés au pactage, va se déployer et dégringoler à côté du canot en train de se gonfler. C'est essentiellement cette trousse de survie qui est contenue dans cette enveloppe étanche là, pour pas prendre l'humidité pendant le stockage. Donc on va se retrouver sous le parachute avec la trousse qui est tombée dans l'eau, dans sa housse, pour ne pas prendre l'eau immédiatement. Et le canot va arriver dans l'eau gonflé, puisqu'on a percuté la bouteille. Donc la première chose, il va falloir embarquer dans le canot, et on verra après comment ça se passe une fois qu'on est assis dans le canot. Le canot, on embarque toujours par l'avant. Il est hors de question de monter comme dans un Zodiac. La flottabilité est tellement faible que la seule façon, c'est de tirer le canot à soi, on est dans l'eau, et de le faire passer sous soi et de s'y installer. Il faut faire relativement vite ce que nous apprenaient nos instructeurs britanniques à Mountbatten dans les stages de survie que nous étions quelques-uns à faire. Ils nous rappelaient toujours: la panique vous tuera en quelques secondes, le froid en quelques minutes, la soif en quelques jours et la faim en plusieurs semaines. Donc il faut embarquer rapidement. Le canot, qu'est-ce qu'on va trouver en dehors de la trousse de secours? Une fois qu'on est assis, on verra
Le pilote à droite qui va s'y mettre, on peut déjà remonter à bord la trousse. On va retrouver de quoi boire, de quoi se laver les dents, du papier toilette, vous imaginez, là je plaisante, hein. Mais surtout des fusées et du matériel de survie. De l'eau, c'est vrai, ou des salinisateurs, c'est vrai également. Comment est composé le canot? Et également, on va trouver, ça doit être des marins qui ont conçu tout ça, une petite écope, bien sûr, parce que ce truc-là, par expérience, ça prend l'eau. Je ne me suis pas éjecté, mais j'ai fait des stages. Vous êtes sans arrêt dans l'eau, dans ce type de canot. Vous marinez dans la flotte. Vous avez également à l'arrière du canot une petite écope ici qui est supposée stabiliser le canot quand vous êtes mer arrière. Si ça ne marche pas, si vous n'êtes pas content, vous pouvez toujours la relever. Hein, c'est vraiment extrêmement ingénieux. Et vous avez une ancre flottante, un petit parachute ancre flottante, pour vous garantir d'avoir le vent et la mer arrière. Elle garde le côté amarré face au vent. Pourquoi? Parce que une fois que le pilote aura réussi tant bien que mal à s'installer dans son canot, il va se mettre une pèlerine avec un capuchon. Les manches, là c'est un peu déchiré, hein, à droite et à gauche, et ça va lui permettre d'être abrité du vent et donc du froid, des embruns et du froid. Le froid peut vous tuer en quelques minutes, hein, en mer du Nord, en hiver, ça sera le cas. Vous avez également un tablier qui va vous protéger les jambes. Ça, c'est un canot ancien. Le fond du canot, c'est une simple étoffe. La pèlerine, c'est une simple toile plastifiée. Et le tablier, c'est la même chose. Les canots modernes ont maintenant des fonds gonflables, qui se gonflent avec la bouteille de CO2, et une pèlerine gonflable également. Pour avoir fait des manips, des essais de différents matériels pour voir les tolérances au froid des individus avec le laboratoire d'études médico-physiologiques de Mont-de-Marsan, la OCEM. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, en rade bière, de rester pas loin de 48 heures au mois d'octobre. C'est la rade bière, hein, c'est pas la mer du Nord. Au mois d'octobre, dans un canot monoplace. Heureusement que la mer a forci et qu'on nous a tous récupérés juste avant 48 heures, parce que j'avais tellement froid dans ce foutu canot, pourtant j'avais une combinaison étanche, que j'avais même plus la force de décoper l'eau qui rentrait dedans sans arrêt parce que le vent d'est s'est élevé. Et petite confidence, vous finissez par vous pisser dessus, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Le froid, c'est vraiment terrible. Maintenant, on va mettre un pilote dans le canot, et vous allez voir que même si ce bateau a tous les attributs d'un yacht, c'est vraiment tout petit et pas extrêmement confortable. Voilà, le pilote, une fois installé, on voit que c'est vraiment tout petit. Hein, on ne peut se tenir qu'assis, les jambes allongées, dormir assis, on y arrive, hein, puisqu'on peut même dormir debout, paraît-il. Mais voilà, vous avez là l'exemple de tout le malheur du monde qui attend un bateau, ou plus exactement un avion ou un hélicoptère pour venir le sortir de là. Bon, voilà une partie des sièges éjectables dont le conservatoire a la garde. Et ces exemplaires vont nous permettre de remonter le temps l'exemplaire le plus récent, enfin du type de siège le plus récent que nous avons, qui est le Mark X, dont on a détaillé les séquences tout à l'heure. Hein. C'est le siège qui a équipé et qui équipe toujours les Mirage 2000, tout type, et certains F1, dont le F1 biplace qu'on a à côté. C'est un siège 0-0, on l'a dit tout à l'heure, on peut s'éjecter à 0 pied à vitesse nulle. Et l'essentiel du fonctionnement est pyrotechnique. Hein. C'est une succession de cartouches qui sont mises à feu, qui envoient des gaz chauds à d'autres cartouches. Il y a très peu de mécanique, un petit peu, mais très peu. Un petit peu avant, il y a eu, avant 10, il y a 9, hein, le Mark 9, qui était le siège qui a équipé le Jaguar de la Royal Air Force, pas de l'armée de l'air, on verra quel était le siège qu'il équipait. Il a comme particularité d'avoir un moteur fusée, un bloc fusée. On l'a détaillé tout à l'heure, hein, ici. On poursuit dans le temps. Ces deux sièges-là sont toujours des Martin Baker, hein, bien sûr, comme les deux précédents, des Mark IV, qui ont été le siège, on va dire, de référence des années 60 jusqu'à la fin des années 70.
c'est des sièges où il y a beaucoup de mécanique. La pyrotechnie se limite au canon, bien sûr, pour éjecter. Il n'y a pas de moteur fusée. Il y a également un dispositif pyrotechnique pour éjecter, pour pouvoir déclencher la séquence des parachutes stabilisateurs du siège. Ce siège-là équipait le Mirage 3E. Il est équipé donc commande basse et commande haute. Et celui-là, qui a à peu près les mêmes caractéristiques techniques, a une commande haute un peu différente, une organisation légèrement différente de la tête, équipait le Mirage F1, avant que les biplaces puis les monos, le F1CR par exemple, soient équipés de Mark X. Après, on fait un saut assez important dans le temps. C'est un siège de Super Mystère B2, cher à mon cœur. Donc c'est un siège déjà où sont dissociés le parachute que porte le pilote, on va le voir à côté sur le siège du T-33, qui n'est pas présent ici, et le siège éjectable avec ses propres harnais. Les harnais qui font à la fois l'anti-jet et le corps, on va dire, et les harnais d'épaule, malheureusement, ils ont été coupés, ils n'existent plus. La commande se faisait non pas par un rideau, là ils sont en position éjection, mais par deux accoudoirs qu'on soulevait. Quand on soulevait les accoudoirs sur B2, on bloquait les harnais. Et quand on tirait, alors de mémoire, c'était poignée droite, ça devait larguer la verrière, et poignée gauche, ça déclenchait l'éjection. Et on mettait ses pieds dans les étriers. Siège encore un peu plus ancien, le Lockheed qui équipait le T-33. Là, on a disposé le parachute que le pilote endossait avec son propre harnais. Et une fois équipé de son harnais, eh bien, le pilote se brêlait sur son siège avec ses harnais ici. Alors comme sur l'autre siège, on voit qu'il y a des petites particularités par rapport au harnais d'un siège d'avion de ligne, par exemple. On voit ici qu'il y a un petit cordon qui amène des gaz pyrotechniques et qui va provoquer l'ouverture, avec une commande spécifique, l'ouverture du harnais pour que le pilote puisse se débarrasser du siège. Il va bien sûr être toujours dans son parachute et puis déclencher le parachute avec cette poignée. Et puis le plus vieux des sièges, toujours du même type, avec un parachute séparé et des harnais propres au siège, à commande haute pour ce coup-ci. Siège fabriqué donc par la SN Caso, Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Ouest, si je ne m'abuse, et qui a équipé un certain nombre d'avions, dont le Mystère 4. Et puis le Mystère 4 qui a formé pas mal de jeunes pilotes, dont moi-même, pour améliorer la sécurité, est équipé à partir des années 70 du Martin Baker Mark IV. Oui, on peut s'intéresser maintenant en détaillant les courbes de ce que subit l'organisme humain en fonction de la technologie employée sur les sièges éjectables. Donc on va commencer avec la courbe bleue, où on voit qu'il y a une seule accélération qui dure très peu de temps et qui amène à entre 20 et 25 G. Ça, c'était les premiers sièges où il y avait une seule cartouche, un seul tube, et c'était la seule façon à l'époque de donner une impulsion suffisamment forte pendant très peu de temps pour envoyer suffisamment haut le pilote pour qu'il évite la dérive de l'avion et qu'il soit suffisamment haut pour qu'il puisse avoir le temps d'ouvrir son parachute. Bon, ça, c'était au détriment d'accélérations phénoménales qui amenaient soit des blessures irréversibles du pilote, typiquement la colonne vertébrale, ou autre risque, c'était de retrouver un pilote qui avait perdu conscience sous le pic d'accélération et qui, par là même, avait été incapable de mettre en œuvre les séquences manuelles, puisqu'à l'époque, les séquences d'éjection et de ce qui se passe après l'éjection étaient peu automatisées, étaient à peu près essentiellement manuelles, entre autres l'ouverture du parachute pilote, séparation, ouverture du parachute pilote. On peut regarder ensuite la courbe orange, qui est une courbe qui correspond typiquement à un siège de la génération fin des années 70-80, typiquement celle qu'on obtiendrait si je m'éjectais sur un Mark X sur lequel je suis assis. Donc on voit toujours la première courbe qui correspond au canon d'éjection, sauf que là, l'accélération, il y a une cartouche principale, comme on l'a expliqué, et deux cartouches secondaires qui s'allument l'une après l'autre. Ça permet d'avoir un pic d'accélération qui est légèrement au-dessus de 15 G, donc c'est 10 G moins violent,
Et puis accessoirement, la durée de l'impulsion est nettement plus longue, plus importante, hein. Après, on voit un rebond qui correspond à l'allumage du moteur fusée. Comme c'est un moteur fusée et pas une catapulte, le pic d'accélération est moins fort. Par contre, il dure beaucoup plus longtemps. Et on arrive avec une phase propulsée, une phase d'accélération qui dure beaucoup plus longtemps, hein. Et donc, si on intègre l'accélération, on a une vitesse. Si on intègre la vitesse, on a une distance. Et la distance, en l'occurrence, ça se traduit en altitude. Ça veut dire que dans ce cas-là, on est allé beaucoup plus haut par rapport à l'altitude d'éjection, hein. Et puis la troisième courbe, qui est la courbe verte, on voit qu'on a encore amélioré la progressivité de la phase canon et qu'on a encore amélioré la durée de la propulsion du moteur fusée, qui est une impulsion nominale qui est plus faible, une accélération qui est plus faible, mais la combustion va durer beaucoup plus longtemps. Et à nouveau, on va se retrouver avec une phase propulsive étalée bien davantage dans le temps, qui va permettre de gagner une altitude largement supérieure par rapport au siège intermédiaire et au siège des tout débuts, qui va permettre une altitude beaucoup plus haute, qui va permettre typiquement de s'éjecter à altitude zéro, à vitesse zéro, et d'être à peu près sûr de retomber au bout de son parachute complètement déployé sur ses deux pieds. Bon, et bien maintenant, on va demander à quelqu'un qui a vécu physiquement les accélérations et les émotions, les accélérations de la courbe orange, Jean-Marc Dallaglio, ancien pilote de chasse lui aussi, qui est le président du CAEA, et qui lui doit probablement la vie sauve à un Mark 10 qui lui a permis de s'éjecter. Écoutez, ça s'est passé en fin de mission de combat aérien avec mon équipier qui était en biplace Mirage 2000. Fin de mission, on termine environ à 10 000 pieds, fin de combat comme toujours. Et là, l'avion prend feu. Un feu PC, donc les alarmes très fortes. Je le voyais en feu qui est allumé. Mon équipier me confirme immédiatement qu'il y a une grande flamme derrière mon avion. Mais je ne ressens pas d'urgence particulière, l'avion vole bien, il plane bien, il fait très beau. On est à moins de 30 nautiques de Saint-Dizier, donc la tentation est très forte de me dérouter sur Saint-Dizier. Et c'est ce que je commence à faire, je prends le cap de Saint-Dizier, on passe sur la fréquence approche de Saint-Dizier, jusqu'à ce que l'évidence soit de plus en plus forte. Autrement dit, le feu est bien confirmé, les consignes sont claires, feu confirmé, éjection. Donc je me prépare à l'éjection. Je stabilise mon avion dans une direction qui me paraît saine avec des zones boisées devant moi. J'ai tout le temps pour me préparer. Je me suis dans des conditions absolument parfaites pour une éjection, pas de panique excessive, je dirais. Et je prends mon temps j'annonce éjection, je prends mon temps pour m'éjecter. Je resserre mes lanières, je resserre mon casque, j'enfonce je remets la deuxième visière, je prends position et je tire sur la poignée. Et là, première surprise, enfin pas surprise, mais premier choc, c'est l'explosion, puisque la verrière est découpée selon les pointillés et c'est à peu près au niveau de l'oreille. Donc pour moi, la grande surprise, c'est le bruit au niveau des oreilles, un BAM! Et presque instantanément, le siège part. Donc je suis dans une bonne position, mais malgré tout, la force, le nombre de jets est assez important, donc je sens ma tête se pencher un petit peu, je résiste autant que faire se peut, et presque aussitôt je suis dans l'air libre. Dès que je suis dans l'air libre, mon casque s'arrache, il part vers le haut, malgré le fait que je l'ai resserré au maximum. Je suis tenté de lâcher une main pour le rattraper, puis ça va très très vite, et j'abandonne cette idée. Dès que je suis dans le vent relatif, donc le casque est parti et mon siège part comme un peu 3/4 d'eau, vraisemblablement l'ouverture du siège de stabilisation, une première très forte décélération. Et comme je suis en dessous de 10 000 pieds, je ressens une deuxième décélération dans l'autre sens, un mouvement de bascule très fort avec l'ouverture du parachute principal, ça va très très vite, hein.
ça va très très vite. Et puis je tiens ma poignée de manche très fort et j'ai le siège qui s'arrache de la poignée. Et il me reste le plastique, le caoutchouc de la poignée de siège entre les mains et je vois le siège tomber vers le bas. Ouf, accroché au parachute, tout va bien, grand beau temps. Je vérifie ma coupole, tout a l'air correct. Et je commence à regarder les zones où je vais pouvoir me poser, même si on ne peut pas tellement se diriger. Néanmoins, ce parachute est fait pour tourner sur lui-même très très lentement. Et il tourne lui-même, et c'est ce qui se passe. Et bon, j'arrive pas très loin du sol, je décide d'appliquer la procédure, c'est-à-dire d'ouvrir comment dirais-je, d'ouvrir ma main ouest, de gonfler ma main ouest. Donc je tire dessus. Premier incident, la main ouest ne s'ouvre qu'à moitié et donc je me trouve avec la tête de côté. J'essaie tant bien que mal de l'ouvrir, mais j'y arrive pas. J'abandonne ce sujet-là parce que le sujet qui suit, c'est où est-ce que je vais me poser. Là, ça se passe très bien, encore une fois. J'ai le choix entre un champ, un pâturage et un champ de blé. Et un champ de blé, en tractionnant très fort, je choisis le pâturage. Mal m'en a pris, mais vous verrez pourquoi. Je tractionne jusqu'à l'arrivée au sol. Arrivé au sol, j'ai quand même pas mal de son parachute, donc je m'attendais à un choc assez important, hein, c'est le saut d'une armoire. Ça se passe bien, zéro souci, pas de blessure. Boum, une fois au sol, là, il se passe un petit moment avant que je reprenne mes esprits. Je pense qu'un fort taux d'adrénaline qui est présent à ce moment-là. Je vais du paquetage au parachute 2-3 fois. Donc manifestement, je me rends compte que je ne suis pas dans mon état normal. Donc je me rappelle des cours de survie. Donc je me dis, mais je vais à mon paquetage, je vais chercher le bouquin pour me calmer. Voilà, j'ouvre le paquetage, je cherche le bouquin. Et à ce moment-là, arrive une demi-douzaine, oui, une bonne demi-douzaine de jeunes qui ont vu l'éjection, qui m'ont vu arriver et qui se rapprochent de moi. Donc je laisse tomber le bouquin et je leur demande, il y a un village qui n'est pas très loin, de me ramener au village, de prendre mes affaires. Et on commence à marcher dans le pâturage. Et c'est là où je vivrai le moment le plus dangereux de la journée, puisque mon équipier qui tournait autour a fini par affoler le troupeau de vaches qui était dans le champ. Et puis d'un seul coup, on voit ce troupeau de vaches au galop dans notre direction. Et là, mes petits jeunes, ils s'égaillent dans tous les sens, ils lâchent mon paquetage. Et moi, je me refuse de courir parce que j'ai quand même mal au cou et je ne sais pas ce que j'ai exactement. Et j'avise des barbelés, et je passe derrière des barbelés, et je me retrouve dans des ronces. Voilà, c'est le grand moment de solitude et de honte que j'ai dans la journée. Voilà, très rapidement, les vaches se calment et on part vers le village. Au village, mon premier réflexe, c'est d'appeler ma femme, parce que je veux juste la rassurer. Donc j'avise une cabine téléphonique. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Et j'essaie de téléphoner à ma femme qui ne répond pas. Donc, dans la foulée, je téléphone au commandant d'escadre. Difficile aussi parce que la base aérienne était en mesure de tour d'ivoire à l'époque. Autrement dit, personne ne pouvait appeler la base ou sortir de la base et appeler vers l'extérieur. Je finis par le joindre et lui dire que tout va bien. Là, la gendarmerie arrive, me récupère, on m'amène sur la base de Saint-Dizier parce que je me suis éjecté pas très loin de la base de Saint-Dizier. Sur la base directement chez le médecin-chef que je connaissais bien, elle était à Reims avec moi, donc on se connaît bien. Avant même qu'elle m'examine, je lui demande: est-ce que je peux téléphoner chez moi? Je téléphone chez moi, ma femme ne répond pas. Elle m'examine, elle m'a dit elle conclut au fait que tout va bien. Et donc un hélicoptère est affrété pour me ramener sur Dijon. Vol Saint-Dizier-Dijon, je ne sais pas combien de temps ça a duré, je n'ai pas trouvé ça très long. Je me pose à Dijon, la base en tour d'ivoire, bien sûr c'est un vendredi soir, donc tous les personnels de la base attendent le feu vert pour sortir de la base. Et
Et je me précipite chez le commandant d'escadre qui me demande ce qui s'est passé, etc. On débriefe assez rapidement. Je lui dis, mais est-ce que tu as pu joindre Françoise? Il me dit, bah, écoute, non, elle ne répond pas. Mais j'ai demandé à ce qu'on la rappelle tous les quarts d'heure. Bah, puisque c'est ça, on va à l'escadron, on va boire un coup parce que posé, pas cassé, enfin, avion cassé, mais pas de blessure apparente, ni de ma part, ni de l'endroit où est tombé l'avion, qu'il est tombé dans un bois. Et puis on va boire un coup à l'escadron. Pendant ce temps-là, ma femme qui est à la maison, qui entend le téléphone, mais qui est dehors avec notre fils, ne répond pas au téléphone parce qu'elle est bien dehors. Une fois elle répond, et il s'avère que c'est l'épouse du commandant en seconde d'escadre qui a bien sûr été prévenue par son époux que je m'étais éjecté, mais que tout allait bien. Elle téléphone à ma femme cette fois-ci répond, et avec une personne d'une grande délicatesse qui lui demande « Est-ce que tout va bien ?» « Oui, oui, tout va bien. » Elle se rend compte que ma femme n'est pas au courant de ce qui s'est passé, et donc elle ne lui dit rien parce qu'elle considère que ce n'est pas à elle de lui dire, elle raccroche, etc. Ma femme retourne dehors avec le fiston, et puis moi je suis en train de boire à l'escadron avec tous les pilotes et le commandant d'escadre. À un moment donné, le préposé du téléphone, l'opérateur téléphonique, réussit à avoir ma femme au téléphone. Et donc ma femme répond et il dit « Ne quittez pas ». Ok. Et donc l'opérateur téléphonique rappelle le bureau du commandant d'escadre, qui malheureusement n'est plus dans son bureau, est à l'escadron en train de boire un coup avec moi. À ce moment-là, passe à côté du bureau le chef de service technique qui entend le téléphone du commandant d'escadre sonner, et il décroche, et l'opérateur, mon colonel, ne quittait pas. Et donc se retrouve de chaque côté du téléphone le CST qui dit allô et ma femme qui dit allô. Et au bout d'un moment, qui est à l'appareil? Madame Dallaglio. Et le CST dit « Ah, vous n'êtes pas au courant ?» Et là, il se rend compte de l'énormité de ce qu'il vient de dire et dit « Non, mais votre mari s'est éjecté, tout va bien, je l'ai vu, il est en pleine santé. » Et ma femme « Je ne vous crois pas, je veux l'avoir au téléphone. » Et elle raccroche. Et donc on me prévient à l'escadron, je la rappelle. Cette fois-ci, elle est au bout du fil et je la rappelle. Et puis, je lui demande de venir à l'escadron pour boire un coup avec nous. Voilà la mésaventure de la journée.